Merci beaucoup Benoît, bonjour à tous. Effectivement, c'est une session intéressante, d'autant plus que forcément c'est 2015 ou 2016, donc les dernières recommandations sont encore fraîches, datent d'il y a peu, et donc il y a des choses à dire. Mais finalement, on va voir que pas forcément et pas partout. Voilà, mes éléments de conflit d'intérêts. Juste un élément important par rapport aux nouvelles recommandations. Vous savez que ce sont des recommandations donc internationales, Europe, Amérique, et qu'il y a un certain nombre de relecteurs, il y a un certain nombre de pays représentés, et on s'aperçoit finalement que par rapport à tous les articles qu'on peut avoir sur 5 ans, on essaie de les récupérer, et puis on regarde ceux qui sont d'une qualité minimale, on s'aperçoit que par rapport à 2010 où finalement uniquement 274 avait été inclus. On est même en 2015 à 166. Donc, vous voyez, on réduit vraiment les choses pour essayer d'avoir le maximum de qualitatif. Mais même quand on essaie d'avoir du qualitatif, vous avez ici en vert les éléments correspondant aux différentes classes. La meilleure des classes étant la 1, et puis dans le 1 un petit peu moins bien, on est dans le 3 ou le 2B. Eh bien, vous voyez, le 2B représente quand même une grosse partie des articles lus. Donc, ça veut dire qu'on a des niveaux d'évidence qui, quelquefois, ne sont pas complètement ou très, très élevés. Alors, une première nouveauté, c'est quoi? C'est la chaîne de survie. Alors, la chaîne de survie, je vais commencer par le bas, parce que tout le monde la connaît. On a les 5 maillons, on reconnaît l'arrêt cardiaque, on appelle, on va immédiatement démarrer la réanimation cardio-pulmonaire, on va défibriller le plus rapidement possible. Dans le préhospitalier, on est dans un contexte de camion, quel qu'il soit, de premier secours ou médicalisé. Et puis ensuite, on a à la fin la réanimation spécialisée. Un élément différent, c'est qu'il y a une deuxième chaîne. Vous voyez que les 4 derniers maillons sont identiques, mais le premier ne l'est pas. Le premier, c'est l'élément important en intra-hospitalier qui est reconnaissons d'abord les éléments qui sont un tout petit peu en amont de l'arrêt cardiaque. Comment faire en sorte que, quand on est par exemple appelé dans les étages, quand on est en réanimation ou urgence, hop, on monte dans les étages, qu'est-ce qui fait en sorte que le personnel des étages puisse avoir des éléments permettant de dire ce patient est grave, appelons tout de suite avant d'arriver sur l'arrêt cardiaque. Donc, la surveillance et la prévention des éléments arrêt cardiaque, c'est un élément maintenant important. Le reste ne bouge pas. Alors, bien sûr, pour ça, il faut des équipes spécialisées. Les équipes spécialisées, bien souvent, sont les équipes de spécialité lourde. Un deuxième élément important qu'on a dans les deux rubriques, c'est la haute qualité de réanimation cardio-pulmonaire, qui est sûrement un des éléments fondamentaux de ces nouvelles recommandations. La reconnaissance de l'arrêt cardiaque, je vais aller vite, on la connaît tous. En gros, c'est il bouge pas, il respire pas ou il respire très anormalement sur le gasp, il est mort. Mais un élément qui est important aussi, alors qu'on connaît sûrement, mais qu'il faut apprendre également aux autres, on est là pour ça, c'est attention aux convulsions. Les éléments de convulsion sont les éléments de convulsion généralisée, sont les éléments qui peuvent être aussi, tout comme le gasp, potentiellement non vus ou non reconnus comme étant un premier élément précoce du diagnostic d'arrêt cardiaque. Donc, les deux premiers, ok, mais le gasp et les convulsions, ça c'est quelque chose sur lequel il faut accentuer sur le plan de la formation. On est en ventilation contrôlée, ça ne bouge pas. Le paramètre majeur en ventilation contrôlée chez un patient DREA, par exemple, ou au bloc opératoire, c'est quoi? C'est le TCO2. À partir du moment où on a une spirométrie qui ne bouge pas, des pressions d'insufflation qui ne bougent pas, et d'un seul coup, on a un effondrement de le TCO2, ou la PETCO2, eh bien, le patient est en arrêt cardiaque. Un autre élément, bien sûr, si ce patient, à ce moment-là, est sous monitorage invasif, la pression artérielle invasive est aussi un élément bien largement reconnu depuis longtemps, c'est pas nouveau, d'arrêt cardiaque. Si on est en amont, en termes de régulation de SAMU, par exemple,
Un nouvel outil, si je puis dire, c'est l'outil médias sociaux. Et de plus en plus, ça c'est une étude du New England de l'année dernière maintenant, 2015, nous dit que, ces études c'est très simple, ils prennent deux groupes, un groupe où il y a un appel à un équivalent de régulation de SAMU et on voit ce qui se passe, et puis un autre groupe où il y a une reconnaissance en fait de la personne qui appelle et surtout une reconnaissance dans un périmètre donné autour de la victime de quelqu'un qui s'est déjà préinscrit il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, sur une liste disant « moi, je suis opérationnel, je suis réanimateur, je suis paramédical dans un contexte qui connaît bien l'arrêt cardiaque. Si jamais il y a un arrêt cardiaque quand je passe dans le coin, si vous me prévenez, j'y vais. » Quand on regarde les résultats de ça, on s'aperçoit qu'en termes de pourcentage d'interventions faites avant l'arrivée des secours, on est plus élevé quand on est dans cette technique de la régulation appel simplement en cliquant sur un bouton et à ce moment-là, il y a par le GPS la connexion avec quelqu'un qui passe dans le coin, et bien on s'aperçoit que dans 61% des cas versus 47% des cas, eh bien on a une réanimation qui se fait précocement et on sait que ça c'est un élément pronostic majeur. Et même quand on fait de la régulation assistée, c'est-à-dire que quand on maintenant en termes de régulation, on fait de l'assistance téléphonique. Et bien même quand on fait cette assistance téléphonique, le fait d'avoir quand même quelqu'un qui connaît la réanimation cardio-pulmonaire est un plus. Donc voilà pourquoi les recommandations nouvelles nous disent qu'à partir du moment où on peut le faire, on a un système qui peut le faire, il faut y aller. Donc il faut qu'en termes de connexion, on puisse imaginer ça dans l'équivalent, par exemple, des 95 régulations de SAMU français. Les compressions thoraciques, donc pour nous c'est toujours quelque chose de très basique, je rappelle que c'est juste l'élément qui fait en sorte que si ça n'existe pas ou si c'est pas très bien fait, on n'a pas de pression de perfusion des organes vitaux. Donc c'est un élément important que tout le monde pense bien faire, mais on sait très bien qu'on le fait très mal, et quand on regarde un peu, je suis dans un pôle, moi qu'on appelle le pôle urgence, qui contient 800 membres, dans ces membres il y a un certain nombre de médecins, ça va du médecin jusqu'au paramédical et de l'ambulancier de SMUR. Celui qui fait le mieux, c'est l'ambulancier de SMUR. Celui qui le fait moins bien, 3 points de suspension. Les nouvelles recos, elles disent quoi? Elles disent ça. Elles disent, il faut frapper fort. D'abord, il faut aller vite, mais pas trop. On était, jusqu'à maintenant, dans les recos internationales, y compris l'ILCOR, c'était à plus de 100. La France avait déjà un peu anticipé sur pas trop. On était déjà sur du 100 à 120. Officiellement maintenant, c'est 100 à 120. Ça veut dire que pas trop peu, pas trop vite. Le deuxième élément, c'est qu'il faut comprimer fort. Au moins 5 cm, mais pas trop. Entre 5 et 6 cm. La décompression sternale doit être complète. Relever le talon de la main, faire en sorte que le thorax se décomprime complètement et négative légèrement même sa pression intrathoracique pour augmenter le retour veineux. Ça, c'est un élément important. Le temps de compression doit être égal au temps de décompression en durée. La rotation toutes les 2 minutes, on sait. Et les interruptions, on va reparler, de massage cardiaque externe doivent être les plus courtes possibles. Quand on n'a pas de monitoring de ça, je ne sais pas qui de vous et de moi peut le faire proprement. On va dire que c'est juste impossible. Et pourtant, on n'a pas de monitorage. Ça, c'est juste une étude parmi les quelques-unes qui ont fait en sorte qu'on a changé les recos. C'est qu'on voit, par exemple ici, que quand on doit être au-delà de 5 cm, eh bien, on doit être à un rythme, dans le rapport ou la corrélation profondeur-rythme, un rythme qui est aux alentours de 100. La ventilation. La ventilation, on sait, ça bouge pas, que dans les premiers temps, surtout quand on est dans un contexte d'arrêt cardiaque soudain, la compression unique suffit. Mais chez des patients qui ont un contexte un peu plus asphyxique, eh bien, il est quand même important de ventiler. On sait, on suppose en tout cas, que l'intubation n'est pas quelque chose qui doit être fait dans les premières secondes. Il n'y a aucune raison. La ventilation, attention à la ventilation supraglottique, elle permet de ne pas arrêter le massage cardiaque externe, mais il est reconnu maintenant que les compressions ou la compression des voies aériennes supérieures par ce type de matériel peut entraîner des compressions carotidiennes qui fassent en sorte que on a un flux sanguin
supra-aortique qui peut être moins bon. Tout ce qu'on sait en tout cas, a priori, c'est que l'intubation, c'est pas l'élément essentiel des premiers gestes, que l'important, c'est bien sûr les compressions thoraciques ou le massage cardiaque externe, et bien sûr la défibrillation. Une étude qui est un PHRC en cours par Fred Adnet à Bobigny, travaillant sur l'intubation précoce versus pas précoce, nous dira sûrement des choses nouvelles quand ça sera fini. En tout cas, plutôt que de faire de la ventilation active, la ventilation passive est quelque chose qui peut être intéressant. Et maintenant, pour la première fois, l'insufflation passive en oxygène est quelque chose qui est possible. C'est une des études de Ben Bobrow qui montre que quand on fait de la pression, ou plutôt de l'insufflation, de la ventilation passive par rapport au ballon masque ou à la ventilation intermittente, eh bien, on a, chez un certain type de patients, bien sûr, c'est-à-dire que ceux qu'on recherche en termes de meilleurs pronostics, à savoir ceux qui sont en arrêt devant témoin et qui ont eu une fibrillation, une tachycardie ventriculaire au départ, eh bien c'est mieux de faire de la ventilation passive ou de l'insufflation continue. Le RECO disent que l'utilisation de ce type de technique peut être considérée dans un certain nombre de cas, notamment en préhospitalier, quand on est devant un arrêt cardiaque devant témoin au rythme choquable, c'est raisonnable de le faire, et surtout de retarder la pression positive intermittente, et on peut aller donc jusqu'à des éléments correspondant à de l'insufflation passive continue. L'autre élément, c'est très important, c'est le pourcentage, le taux de compression thoracique par rapport à la totalité de la réanimation cardio-pulmonaire. On arrête dans un certain nombre de cas, attends, j'intube, attends, il faut que je défibrille, attends, il faut que je regarde le rythme pour savoir si c'est pas de l'activité électrique sans pouls. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle le hands-off. On ne masse pas pendant ce temps-là, il n'y a pas de pression de perfusion coronaire. Eh bien, ces temps-là doivent être vraiment limités. Il est dit dans les recommandations qu'on doit être au moins à 60%, optimalement à 80% de temps de massage cardiaque externe sur la réanimation cardio-pulmonaire totale. Ça, c'est en gros le consortium américain qui le dit, mais maintenant, c'est dans les RECO. La défibrillation. Eh bien, la défibrillation, l'élément important pour réduire le temps de non-hands-off, si je puis dire, ou de hands-off plutôt, c'est de ne pas arrêter les compressions thoraciques pendant la charge du défibrillateur. On arrête le massage cardiaque externe ou les compressions thoraciques uniquement au moment du choc. La charge doit être considérée comme on peut encore masser. On est en train de travailler d'ailleurs sur des outils, et notamment des gants spécifiques, qui permettent de continuer le massage cardiaque externe et de défibriller en même temps. On sait que globalement, il y a, ça c'est les différentes répartitions sur le thorax des éléments correspondant au nombre de joules reçus. Eh bien, on voit là que globalement, nous, on est plutôt sur le sternum. Eh bien, on n'est pas dans le max, mais on n'est pas dans le min non plus en termes de sécurité. Mais on y est presque. Les gants vont nous permettre vraisemblablement de continuer de masser sans aucun problème. On a maintenant les techniques qui nous permettent aussi de travailler en faisant ça, à savoir, on peut, avec un certain nombre de machines, être synchro, et pendant qu'on masse, généralement il y a de l'artefact, on a un élément qui permet de lisser l'artefact, et qui permet, alors qu'on n'arrête pas de masser, d'avoir sur la scopie le vrai rythme du patient qui est en dessous. Le monitorage de tout ça, ça correspond à des éléments qui sont importants maintenant, à savoir comment est-ce qu'on comprime. On comprime pas bien en rouge, on comprime bien, il vous le dit, il vous le note, la fréquence, le taux de décompression, de relâchement et la bonne qualité de réanimation cardio-pulmonaire. C'est cet élément-là ou ces éléments-là qu'on doit vraiment de plus en plus avoir, et on doit lister ça aussi pour tous les équipements qu'on a dans un hôpital. Eh bien, les défibrillateurs doivent être associés maintenant à ce type de monitoring qu'on appelle les accéléromètres. Quand on fait ce genre d'études, on s'aperçoit que c'est nettement mieux. On travaille et on apprend cette technique, qui est relativement simple, et bien vous voyez qu'après, par rapport à avant, on est nettement mieux en termes de profondeur, de fréquence et de pourcentage de réanimation cardio-pulmonaire. Ça donne ça sur les différents écrans. On ne fait pas bien parce que, en termes de dépression,
sternale de compression, on n'est pas bon. On n'est pas bon sur le plan de la fréquence. On dirait que là, on a tout fait pour pas être entre 100 et 120. Quand on est vraiment avec la bonne technique et le bon monitorage, on voit qu'on est nettement meilleur et qu'on dépasse les 5 cm. En termes de survie, c'est intéressant également parce que la survie s'améliore quand on est en post-période, c'est-à-dire qu'on a une amélioration significative, toujours c'est ce même type de patient, quand on a la technique ou quand on a ce monitorage versus quand on l'a pas. La réanimation spécialisée, eh bien, avant intubation, ça bouge pas, on fait du 32, on peut faire de la ventilation passive maintenant. Après l'intubation, on est toujours avec le même monitorage, donc je ne change rien, on ne change rien à ce qui se passait déjà en 2010. Je vous rappelle que la fréquence du respirateur doit être inférieure à 10 par minute. Les médicaments, l'adré en première intention, oui, l'adré reste en première intention. Il faut quand même savoir que, alors, il y a beaucoup d'études, enfin, un certain nombre d'études qui ont été faites et qui se posaient la question de savoir si l'adrénaline était intéressante ou pas à administrer. Cette étude est une des grosses études qui ont été publiées, où là, on a un bon nombre de patients qui ne reçoivent pas l'adrénaline en première intention, et on s'aperçoit que peut-être en faveur de l'adrénaline et en non-faveur de l'adrénaline, on s'aperçoit que tout ce qui est très précoce, le retour à la circulation spontanée, c'est en faveur de Jean May. Donc ça veut dire que l'élément catalyseur de retour à la circulation spontanée peut être l'adrénaline. Par contre, après, on s'aperçoit que, à la fois dans la partie neurologique et à la fois dans la survie à long terme, eh bien, le fait de ne pas en mettre, eh bien, n'est pas en tout cas plus délétère. L'élément essentiel étant pour l'instant faut faire récupérer le patient, et l'élément catalyseur fait en sorte qu'on garde ce médicament, et pour l'instant on n'en a pas d'autre. Donc pour ce qui est de la réanimation et du médicament, ça ne bouge pas, la corde à Ron vous connaissez, ça ne change pas. Le monitorage de l'hémodynamique, il est fondamental, la pression artérielle diastolique invasive, c'est un élément fort, encore une dernière étude 2013, donc avant l'ERCO, disant bien qu'il faut la monitorer si on a la chance d'avoir ou la possibilité d'avoir cette pression artérielle invasive, avec la diastolique au moins à 25, voire à 35. Ce monitorage, c'est surtout du non-invasif avec le TCO2, indispensable. Mais un élément important, c'est qu'on connaît la valeur hémodynamique de l'ETCO2, mais il y a aussi un élément pronostique qui est fondamental et qui dit que si on a moins de 10 mm de mercure, alors qu'on est à 20 minutes de réanimation, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas arrêter les efforts. Les machines à masser, il y en a deux types, peu importe. Il faut savoir aussi que les ERCO nous disent que dans un certain nombre de circonstances spécifiques, si on a bien sûr à la fois la formation, l'appareil et qu'on n'est pas dans de la haute qualité optimale manuelle, à ce moment-là, on a des indications de mettre ces machines à masser en route. La réanimation, bien sûr, cardio-pulmonaire prolongée, le fait de ne pas être stable, d'être dans un endroit restreint, d'être en faible nombre, d'être dans une salle de cathé, ou en préparation d'une ECMO ou une CLS qu'on appelle l'ICPR. En parlant de l'ICPR, les recommandations nous disent également que dans les cas où on a un arrêt cardiaque avec des causes ou une cause potentiellement réversible, ça vaut le coup. Et les études qui l'ont faites, c'est des études bien spécifiques qui nous disent qu'on a une limite d'âge, 18-75, qu'il ne faut pas beaucoup de morbidité, que l'arrêt cardiaque est plutôt d'origine cardiaque, et dès la 10e minute de réanimation cardio-pulmonaire, alors qu'on n'a toujours pas récupéré, on doit se poser la question de le faire précocement. Donc de plus en plus précocement, sinon c'est quelque chose qui est moins utile, et là, à ce moment-là, on peut potentiellement s'en servir. Je termine par les recommandations qui vont sortir à la française, si je puis dire, avec plusieurs sociétés savantes dans le coup, dont bien sûr l'ERC. On a le diagnostic simple, l'absence de réponse ou le gaz et la convulsion potentielle. On commence la réanimation de base, on récupère rapidement le défibrillateur. On a un rythme choquable, ça ne change pas. On est toujours au choc électrique externe fois 1 et toutes les 2 minutes on se pose la question de rechoquer. On n'a pas de rythme choquable, alors on continue à faire de l'adrénaline toutes les
4 minutes, on s'assure de la bonne qualité des compressions thoraciques, on réduit les interruptions de compression thoracique, on est en intra-hospitalier à 100% d'FiO2, et bien sûr, on monitore avec au moins le TCO2, on recherche, ça bouge pas, les causes réversibles que vous connaissez avec la règle des 5H5T, et on peut envisager le transfert ou le massage cardiaque automatisé, l'ECMO très précocement et l'angiographie, on en parlera après pour le cœur. En conclusion, les nouvelles recommandations dans la réanimation de base nous disent l'alerte diagnostique, n'oubliez pas les convulsions, le monitorage de la bonne qualité de RCP avec l'accéléromètre, c'est très important, la part de compression thoracique doit être au moins égale à 60%, l'oxygénation passive est quelque chose qui est possible. En spécialisé, on continue le monitorage avec le TCO2 qui a une valeur pronostique, l'adrénaline reste et ne bouge pas, et rapidement se poser la question du eCPR. Tout ça se fait forcément, non pas uniquement dans une salle grande et belle, mais aussi par de la formation, par de la simulation